Fan de photo débute maintenant. Si tu es fan de photos et que tu aimerais poursuivre encore plus loin ta démarche photographique, Fan de photos, le podcast, est une émission toute désignée pour toi. Stéphane, votre animateur, s'est donné comme mission de vous partager sa passion. Que vous soyez à vos tout débuts ou encore plus expérimenté, Fan de photos est une émission que vous aimerez. Sans plus tarder, voici votre animateur, Stéphane Lafrance. Nous sommes aujourd'hui le 13 février 2016 et en cet épisode numéro 11 déjà, je suis très heureux de vous accueillir encore une fois dans votre émission Fan de photos. Aujourd'hui, je vous propose la seconde partie de la revue de photos que nous avons débutée la semaine dernière. En effet, moi et mes grandes explications, je n'avais pas vu le temps passer et je me suis retrouvé avec une revue de 50 minutes. J'ai donc décidé de la scinder en deux parties, deuxième partie que je vous présente à l'instant. Mais avant d'y aller, je vous rappelle que toutes les images que je vais commenter sont disponibles pour que vous puissiez suivre avec moi sur la page de l'épisode numéro 11 que vous retrouverez sur mon site web www.stéphanelafrance.photo. Passons maintenant à notre photo numéro 6. Une seconde photo qui m'a été envoyée par Carl. On ne passera pas beaucoup de temps sur cette photo-là. Peut-être, Carl, que je pourrais te dire qu'au niveau de ton cadrage, bien que tous les éléments semblent bien cadrés, peut-être que si on pourrait enlever un peu de pelouse en bas pour faire en sorte que la ligne d'horizon de cette photo-là soit dans le tiers inférieur de cette photo-là, puisqu'on a un beau dessin de nuages dans le ciel, ça aurait favorisé, d'après moi, que l'on s'attarde un peu plus longuement sur cette belle photo. Néanmoins, les couleurs d'automne que l'on peut retrouver dans les arbres sont fabuleux. Les hautes lumières ont été préservées. Tu as préservé le côté ombre au niveau de la grange, puis c'est un choix qui est très judicieux parce qu'on peut voir que ta photo, elle a été prise peut-être, je ne sais pas moi, je vais dire à 4 heures de l'après-midi, parce qu'on peut voir qu'il y a un certain effet d'ombre là, sur le côté de la grange. Belle saturation dans le ciel. Tu me mentionnes que tu as utilisé le fil polarisant. On va en parler du fil polarisant. Vous savez que lorsque vous mettez un fil polarisant sur votre lentille, pour obtenir une belle saturation du ciel, c'est important de mettre le soleil directement derrière vous. Faites l'essai, vous allez voir. Même sans fil polarisant, regardez le ciel lorsque vous êtes à l'extérieur, il fait un beau soleil. Regardez le ciel qui est autour du soleil, dans la zone du soleil, sur ce côté-là. Vous allez voir que votre ciel est un peu plus pâle que si vous faites un demi-tour, vous mettez votre soleil derrière vous, vous regardez devant, vous allez voir que votre ciel est un peu plus sombre, plus saturé. Et c'est de cette façon-là qu'on peut obtenir de très, très belles photos. Maintenant, avec un fil polarisant, on peut générer cet effet-là en installant du fil polarisant sur le bout de la lentille et en le faisant pivoter pour justement obtenir cet effet-là dans le ciel. Si je regarde, Carl, rapidement les ajustements que tu as choisis pour cette photo, on a une vitesse d'obturation de 1/30 de seconde, une ouverture de f14 avec un ISO 200. Choix judicieux au niveau de ta vitesse d'obturation parce que si cette journée-là était sans vent, donc pas beaucoup de fluctuations au niveau du foin qui est en avant, au niveau le bouger dans tes feuilles, au niveau du feuillage dans les arbres, 1/30, pourquoi pas, c'est intéressant. Le fait d'avoir utilisé une grande profondeur de champ, parce que F14, on peut obtenir une très grande profondeur de champ, toujours en fonction de la distance où est-ce qu'on a fait la mise au point. Il faut faire attention à ça aussi. Et puis, une sensibilité de 200 au niveau du capteur. Des choix judicieux pour prendre une photo de paysage où est-ce qu'on n'a pas de gens qui courent, on n'a pas de choses qui sont en action dans l'image. Donc, du statique comme ça, 1/30. Je n'irai pas en bas de ça. Je n'irai pas en bas d'1/30, même si on a une stabilisation dans l'image, parce que un sujet, mettons, si on va en bas d'1/30, 1/20, 1/15 de seconde, il pourrait y avoir du bouger là, dans les feuilles, il pourrait y avoir du bouger dans le foin, même si on ne veut pas. Donc, 1/30, je n'irai pas en bas de ça, mais encore là, très belle photo, un beau rendu des couleurs, bravo, Carl. Photo numéro 7. Photo numéro 7 qui nous a été envoyée par Bertrand. En regardant les métadonnées de cette photo, je vois que la photo a été prise en mode portrait. Vous savez que sur nos appareils photo, on a un paquet de modes. Bien sûr, on a le mode priorité ouverture, priorité vitesse, on a le manuel, mais on a des modes scène que l'on appelle. Et dans le mode scène, Bertrand a sélectionné le mode portrait. Le mode portrait, lui, va utiliser la plus petite profondeur de champ qu'il est en mesure de faire
toujours en fonction de la lumière, et il va ajuster automatiquement l'ISO. Lorsqu'on choisit un mode scène, tous ces paramètres-là vont s'ajuster, puis c'est l'appareil photo qui va décider des ajustements. Si on regarde la sélection des ajustements que l'appareil photo a fait, ici, on a une vitesse d'obturation de 1/40e de seconde. Quand je regarde mes sujets ici, on a une belle personne tenant un enfant dans ses mains. Je suis certain qu'il n'y a pas beaucoup de mouvement. Là, on peut voir que l'enfant n'est pas agité. On peut voir que la personne qui tient l'enfant n'est pas agitée également. 1/40e de seconde, ça passe très, très bien dans cette photo-là. Si on regarde au niveau de l'ouverture, le fait d'avoir utilisé le mode scène en mode portrait, à ce moment-là, l'appareil photo tombe automatiquement en mode priorité ouverture. Il va avoir pris l'ouverture la plus lumineuse de sa lentille. Ici, on a un 2.8 d'ouverture. Voyez-vous que la distance focale, quand je parle de distance focale, c'est la distance qu'il y a entre moi et mes sujets. La distance qu'il y a entre le photographe et les yeux, par exemple, de l'enfant, et le photographe et les yeux de cette dame-là, probablement que la distance est pas mal pareille. Donc, d'avoir une profondeur de champ de 2.8, qui est une profondeur de champ qui est très réduite, ça tombe bien. On a une belle profondeur de champ, ça convient bien à un sujet comme ça, avec une sensibilité de capteur de 320. Il est certain que dans certains appareils, peut-être que cette photo-là a été prise avec un appareil compact, je l'ignore. Il est certain que plus on va augmenter notre sensibilité de capteur, notre ISO, plus on va l'augmenter sur des appareils compacts, plus on va générer du bruit. 320, c'est très appréciable, mais on peut probablement aller jusqu'à un ISO de 800 sur ces petits appareils photo-là. 800, ce que ça a redonné finalement sur cette photo-là, ça nous aura donné une plus grande assurance au niveau de la vitesse d'obturation qui est à 1/40e de seconde. Comme ça, si bébé a relevé sa main, si grand-maman avait bougé un peu sa tête, une petite flexion de la tête, on aurait pu la saisir sans voir de bouger. On était chanceux, il n'y a pas de mouvement qui a été exécuté par nos sujets dans la photo et 1/40e nous a bien servi actuellement. Si on regarde maintenant au niveau de la quantité de lumière qui tombe sur notre petit enfant, sur le bébé, on peut voir que le sujet, son visage est surexposé. Mais on peut voir aussi que le visage de grand-maman ou de grande-tante, lui, est sous-exposé. L'appareil photo, ce n'est pas comme nos yeux à nous. Lui, il n'est pas capable de faire le travail que notre propre iris puis notre propre façon de voir, de générer des images dans notre cerveau, il n'est pas capable de faire ça. Ça fait qu'on a des choix à faire. Je trouve très, très plausible et très correct dans une situation comme ça où l'enfant reçoit une lumière qui vient probablement d'une fenêtre qui est à gauche de notre écran, de recevoir cette lumière-là, mais pour pouvoir permettre de voir la façon que cette dame-là regarde l'enfant, de pouvoir voir son visage, c'est important qu'on surexpose l'enfant pour pouvoir donner un peu de lumière à notre personne qui tient l'enfant. Donc, il y a eu un choix à faire. L'appareil a fait ce choix-là pour Bertrand, a surexposé l'image. Le posimètre de nos appareils photo, lui, il va prendre une mesure matricielle. Il va regarder la quantité de lumière qu'il y a partout dans notre image, puis il va décider que selon le mode scène qui a été choisi, le mode portrait, j'ai cette quantité de lumière-là. Moi, je dois obtenir, par exemple, une ouverture la plus grande possible, donc l'ouverture de 2.8, pour maximiser la quantité de lumière qui rentre dans mon appareil photo, pour diminuer d'autant la profondeur de champ, a choisi cette vitesse d'obturation-là et cette valeur d'ISO-là. Ça nous a donné un produit comme ça. On a une surexposition dans les cheveux de la madame, on a une petite surexposition aussi dans le visage de l'enfant, mais je pense que cette photo, la qualité de l'image, la qualité du cadrage, la qualité de l'expression, le fait d'avoir utilisé le mode noir et blanc, vous savez que lorsqu'on a une photo qui est surexposée, sous-exposée, le fait de la mettre en noir et blanc, ça nous donne la chance de pouvoir utiliser cette photo-là, de pouvoir l'imprimer. Si on la conserve en mode couleur, si on conserve le côté couleur de la photo, lorsqu'on a une surexposition, bien cette surexposition-là ne devient pas belle dans une photo qui est en couleur. Petit conseil, si vous avez des photos surexposées, vous n'êtes pas capable de les ramener parce que vous les avez pris en JPEG, à ce moment-là, le fait de pouvoir traiter ces images-là en noir et blanc, bien, ça fait en sorte que vous avez une belle photo pareille. Bravo Bertrand, merci de m'avoir proposé cette photo-là et je vous invite, tout comme Bertrand, à continuer à m'envoyer des photos. Passons maintenant à la photo numéro 8. La photo numéro 8A est une photo qui est venue me chercher, qui est venue chercher mon côté inspection. Qu'est-ce que cette image?
Je l'ai reçue la première fois, je l'ai reçue sur mon téléphone cellulaire avant de la regarder sur mon moniteur. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est une composition? Est-ce que c'est une multi-exposition? Je ne savais pas trop quoi faire. Sur mon petit écran comme ça, j'ai envoyé d'ailleurs une toute petite partie parce que Jean-François m'a envoyé une image de 17 MB par courriel. Bon, c'est correct, Jean-François, j'ai été en mesure de la rendre disponible pour nos auditeurs. Mais attention, lorsque tu sors tes images, de ne pas envoyer des photos de 17 MB. D'un, c'est plus long pour toi à envoyer parce qu'on sait toujours que lorsqu'on exporte une image, c'est très long. C'est beaucoup plus long que lorsqu'on importe une image. Néanmoins, Jean-François, tu es venu me chercher pas mal dans cette photo-là. Il a fallu que je le regarde sur mon ordinateur, sur mon Super Mac, pour ne pas dire que je n'aime pas les PC. Je ne voulais pas le dire, ça. Donc, cette image-là, vraiment fabuleuse. Au niveau de la composition, là, qu'est-ce que c'est ça? Donc, j'ai regardé ton image, j'ai regardé tes ajustements. Je commençais à regarder comment tu avais pris cette photo-là pour essayer de la comprendre, finalement. Tu as utilisé le mode manuel. Bonne chose. Hein? Plus ça va, plus je vous invite à vous diriger vers le mode manuel parce que à ce moment-là, vous pouvez dire que vous comprenez vos ajustements. Elle aurait pu très bien être prise en mode priorité ouverture, cette image. Mais quand même, Jean-François a utilisé le mode manuel. J'ai pu voir ça dans les métadonnées de la photo. Une ouverture de 1.4. Donc, une ouverture de 1.4 avec une lentille de 50 mm. Et il me mentionne qu'il a utilisé une 50 mm. On peut voir ici que la mise au point a été faite sur le haut du feuillage. Ne tournez pas la page numéro B tout de suite. Là. On y viendra. Donc, la mise au point a été faite sur le haut du feuillage de cette... Bon, je ne suis pas bon en arboriculture. Je ne suis pas très bon. Bon, je ne suis pas bon dans l'identification des arbres, mais peut-être que c'est un pin. Bon, ce n'est pas un pin, c'est peut-être un cèdre. Je ne sais pas trop. Bon, pour ceux qui sauront c'est quoi cette image-là, s'il vous plaît, le mettre dans les notes de l'épisode, juste pour me renseigner un peu sur cet arbre. Peut-être, Jean-François, tu vas pouvoir me le dire, je ne sais pas. Néanmoins, tu as fait la mise au point, peut-être pas tout à fait là, dans le haut de l'arbre, mais peut-être généralement au centre de cet arbre. Ce qui fait qu'on a une profondeur de champ qui est hyper réduite. Où est-ce que j'ai commencé à avoir du mal à comprendre ton image? C'est que plus ça va dans les branches du bas de ton image, plus on commence à avoir un flou qui est causé par je ne sais pas trop quoi. Hein. Tout autour de ton image, on peut voir des feuilles, on peut voir une espèce de ciel. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est ça? Et là, une fois rendu à l'ordinateur, ce que j'ai fait, et là, je vous invite à aller voir la photo 8B. On tourne l'image. Sur la photo 8B, là, on commence à comprendre des choses. On peut voir que Jean-François, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris cet arbre-là, il a fait la mise au point sur la surface d'un ruisseau. Pourquoi je dis que c'est un ruisseau? On peut voir que c'est gelé à droite, on peut voir que c'est gelé à gauche. Donc, c'est la surface d'un ruisseau que le centre a comme dégelé, parce que de ce temps-là, il fait la température n'est pas très enivrante pour la glace pour prendre. Donc, la mise au point est prise sur la surface de l'eau. Et on peut voir la profondeur de champ. Parce que là, à cause que c'est une réflexion d'un arbre dans l'eau, on peut voir que tout de suite, les feuilles qui sont dans l'eau, là où il y a une réflexion, on peut voir que les feuilles sont hyper floues. On parle d'une ouverture de f1.4. Donc, c'est une ouverture qui est très généreuse en lumière. Donc, on a une ambiance très floue tout autour. Composition géniale. Hein? Là, vous comprenez comment que la photo a été prise. Revenons à la photo 8A, si vous permettez. Donc, Jean-François a pensé de retourner cette image-là pour donner un peu le côté subliminal à cette image, on peut dire subliminal, mais fantastique. Et j'aime beaucoup ton côté fantastique. Jean-François, c'est une très belle image. En utilisant une ouverture de 1.4 pour cette photo-là, ta vitesse d'obturation était de 0.4 secondes. Je ne sais pas si tu étais sur un trépied ou si tu avais une lentille stabilisée pour pouvoir te permettre de pouvoir descendre à une vitesse oscillante, avec un ISO de 400. Si j'avais à t'inviter à regarder davantage cette photo-là d'un peu plus près, peut-être que ton ISO 400 est peut-être trop généreux pour ton sujet, puisque c'est un sujet qui n'a pas besoin d'une richesse là, au niveau de l'image pour pouvoir en faire une belle impression. Peut-être que si tu aurais monté ton ISO un petit peu plus haut, ça t'aurait permis d'avoir une plus grande profondeur de champ. Peut-être qu'on aurait pu avoir ton arbre encore très, très plus net qu'il est là encore.
puis toujours en conservant une profondeur de champ pour garder dans le bokeh, là, dans le flou, ce qui est... quand on parle des feuilles, on parle de la glace autour. Ça t'aurait peut-être permis d'aller chercher un peu de profondeur de champ au niveau de ton ouverture, ou encore de monter ta vitesse d'obturation pour pouvoir en saisir un peu plus s'il y aurait eu, par exemple, un déplacement de feuilles là, dans l'eau au moment de ton obturation. Néanmoins, Jean-François, tu es venu me chercher avec cette image-là. Je t'en félicite. Félicitations d'ailleurs pour le rendu que tu as utilisé, le côté artistique d'avoir retourné cette image. Toutes mes félicitations. Passons maintenant à la photo numéro 9. La photo numéro 9, c'est une des photos que j'ai prises dans ma démarche de prendre une photo par jour. Le week-end passé, je pense que c'est dimanche passé. C'est une photo que la température n'étant pas là, l'inspiration de prendre des photos n'étant pas là, j'ai décidé de créer une photo qui m'a pris, je dirais, 1 heure à prendre. Mais restons sur la photo 9A. Je vous présente un peu mon setup de photos. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un grand bol, j'ai pris un verre de vin que j'ai rempli là, au moment de prendre la prise, ou le début de cette prise de photo-là. Le verre était rempli peut-être aux 2/3. J'ai installé 2 têtes lumière, vous voyez, lumière bleue, lumière rouge sur l'image, qui sont, si on tient compte du fait que l'appareil photo est à droite, les lumières sont distribuées peut-être à 10 heures et à 14 heures, selon mon sujet, qui est mon verre d'eau, qui est mon verre de vin. Sur mon appareil photo, j'ai installé un émetteur qui parle directement à mes têtes lumière, à mes flashs. Vous pouvez voir que peut-être que je suis actuellement à, je ne sais pas moi, 8, 9 pouces de distance de mon sujet. J'ai une 100 mm qui me permet de faire de la macro-photographie avec celle-ci. Donc ça, c'est mon kit de départ, c'est mon kit d'installation pour pouvoir prendre la photo qui va venir. En haut de cette photo-là, pour pouvoir y faire tomber des gouttes d'eau, j'ai installé, on appelle ça un C-stand, un porte-accessoire en C, d'où son nom scientifique, sur lequel j'ai pris un sac. Vous savez que moi, dans mon sac photo, lorsque je pars, souvent, je vais avoir un sac Glad comme ça, qu'on peut refermer, un Ziploc, là, que l'on peut refermer. Je m'en sers comme trépied de fortune. Si par exemple, je dois prendre une photo avec une vitesse d'obturation qui est très lente, je vais sortir mon petit sac Ziploc, je vais les remplir avec des cailloux, avec du foin que je vais avoir arraché dans la forêt. Je vais les remplir avec du sable lorsque je suis dans un milieu où j'ai du sable autour de moi. Et je vais le déposer au sol, je vais le déposer sur un dossier de chaise, je vais le déposer un peu partout pour pouvoir y appuyer mon appareil photo et le camper là, dans un angle de sorte de pouvoir prendre la photo dans l'angle que je veux sur mon sujet et pour éviter le bouger finalement. Bon. Ceci dit, j'ai utilisé mon Ziploc cette fois où je l'ai rempli de mon Ziploc d'eau. J'ai fait un petit trou dans son extrémité avec une fourchette à fondu et mon sac s'est mis à dégoûter tout doucement, me permettant de faire la photo numéro C qu'on va voir. La photo numéro C que l'on peut voir, on peut voir 2 couleurs, bleu, rouge. Ma tête lumière qui est installée peut-être à 10 heures, j'ai mis un gel, vous pouvez peut-être revenir sur la photo numéro 9A, j'ai mis un gel devant la tête lumière pour que la lumière qui soit transmise soit d'une couleur bleue. J'ai fait l'inverse sur ma tête lumière numéro droite qui est à 14 heures, j'ai mis un gel rouge. Lorsque les flashs ont parti, on mis cette lumière-là. Donc, on éclairait avec une lumière qui était saturée rouge ou bleu, mon sujet, qui était la surface de l'eau. Maintenant, parlons de cette photo 9C au niveau des ajustements. La photo 9C a été faite avec des ajustements pour valoriser finalement la netteté des gouttes d'eau à la surface de l'eau quand elles tombent dans l'eau et qu'elles font un rebond. C'est le rebond que l'on voit à chaque fois. J'ai utilisé le mode manuel, donc j'ai réglé mon appareil photo en mode manuel. J'ai finalement réussi à comprendre qu'une vitesse de 1 millième de seconde serait la vitesse qui était appropriée pour ça. Pour pouvoir avoir la profondeur de champ à la distance que j'étais avec ma 100 mm macro, j'ai utilisé une ouverture de 25. Vous allez dire, « Hey, 25, tu as une grande profondeur de champ, Stéphane? » Non. Plus on utilise une focale qui est grande, par exemple une 100 mm, plus on est proche de notre sujet, la profondeur de champ là, s'en trouve réduire toujours. Donc, c'est important d'utiliser une profondeur de champ qui était grande pour pouvoir avoir au moins la surface de mon verre, là, de la bouche de mon verre, pour pouvoir avoir une netteté dans cette zone-là. F25, c'est ce que ça me prenait. Et je voulais avoir une image avec un rendu, une image sans bruit.
Et finalement, de sorte d'avoir une belle qualité d'image, j'ai été d'une sensibilité de capteur de ISO 100. Alors ça, c'est pour les ajustements que j'ai utilisés sur mon appareil photo. Si vous prenez cette photo-là avec, imaginez, 1 millième de vitesse, une ouverture de 25, là, dans les faits, une ouverture de 25, là, c'est que les petites lamelles qui composent l'iris à l'intérieur de votre lentille sont presque toutes fermées. Là. La quantité de lumière qui passe est vraiment pas généreuse. En plus, vous prenez une vitesse d'obturation d'1 millième qui est vraiment pas très longue, ce qui fait en sorte que votre photo elle est noire. Donc, si j'avais à prendre une photo sans l'utilisation de mes têtes lumière, cette photo-là serait complètement noire. C'est pour ça qu'on peut voir que l'arrière-plan est complètement noir. Dans cet arrière-plan-là, moi, je vois le fond de mon comptoir, je vois le fond de ma cuisine, mais puisqu'il n'a pas suffisamment de lumière, ces sujets-là n'ont pas le temps d'être imprimés sur mon capteur. Là, il y en a qui vont dire « Hey Stéphane, attends un peu, là, moi, mon appareil photo est capable d'une vitesse de synchronisation de peut-être 1/250e, peut-être même 1/200e avec mes têtes lumière. Comment tu fais pour pouvoir synchroniser tes têtes lumière avec une vitesse d'obturation d'1 millième? » Et c'est là qu'on arrive avec le hypersync. Quand on parle de mode hypersync avec des teintes lumière, c'est différent que lorsqu'on n'est pas en mode hypersync. Lorsqu'on n'est pas en mode hypersync, votre flash va envoyer une quantité de lumière X pendant une durée de temps. Par exemple, il va partir, il va envoyer de la lumière, puis au bout de la quantité de lumière que vous allez avoir besoin lorsque vous travaillez en TTL, il va arrêter d'envoyer de la lumière, puis ça va être la quantité de lumière que vous allez avoir dans votre photo. Le mode hypersync, lui, il est différent. Il n'est pas aussi fort. C'est pour ça qu'il a fallu que je rapproche de beaucoup mes têtes lumière de mon sujet. D'ailleurs, de toute façon, c'était ce qui était important pour pouvoir faire cette photo-là. Le travail de la tête lumière en mode hypersync, c'est qu'au lieu d'envoyer un faisceau de lumière comme ça, il va envoyer plusieurs petits faisceaux de lumière qui vont être enregistrés sur votre capteur. Donc, il y a peut-être eu un blast de, je ne sais pas, moi, je vais vous dire 10 photons de lumière qui sont sortis de mes deux têtes lumière pour pouvoir me donner cette quantité de lumière-là qui sont sorties pour être capable d'avoir une vitesse d'obturation de 1 millième de seconde. Encore là, mes têtes lumière, je les avais ajustées en mode TTL, mais au tout début de ma session de photo, elle envoyait trop de lumière. Donc, il a fallu que je descende la quantité de lumière qui était envoyée sur mes gouttes d'eau, sur la tête de mon verre de vin. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réduit la quantité de lumière. J'ai fait une correction de lumière de flash qu'on peut retrouver sur notre boîtier avec un bouton qui est dédié pour ça, ou dans votre menu, vous allez pouvoir réduire la quantité de lumière qui est envoyée par vos têtes lumière. Donc, en mode TTL, moi, j'ai fait une correction en sous-exposition de 5 tiers. 5 tiers, ce que ça veut dire, c'est vous avez un cran complet plus 2 tiers. Donc, un cran complet, c'est 3 tiers. Et si je soustrais encore 2 tiers, ça fait 5 tiers. Donc, en négatif de 5 tiers. Et j'ai attendu. Je vous dirais que j'ai pris probablement 125 photos pour réaliser cette photo finale que je vous présente aujourd'hui. Ceci complète cette revue de photos pour cette semaine. La semaine prochaine, je vous propose de faire un épisode consacré au cadrage photographique. En terminant, j'aimerais souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres de mon club photo Aquaticook. Ce club que j'anime avec de vrais mordus de la photo est maintenant fier d'accueillir des jeunes de 13 à 17 ans qui ont des yeux grands comme des 2 $ lorsqu'on leur parle d'ouverture, de vitesse et d'ISO. Je suis vraiment content de vous avoir à bord. Voilà, c'est déjà la fin et je vous dis, chers fans de photo, bonne photo! Ici Jean-François Nolan, élève de Stéphane et son cours Déclic photographique magique. Fan de photo est une idée originale de Stéphane Lafrance, photographe, et vous proposera de franchir une nouvelle étape photographique. Si vous voulez envoyer vos questions à Stéphane, que ce soit par écrit ou par fichier son, vous pourrez le faire via info@Stéphane-Lafrance, en un seul mot, .photo. info@Stéphane-Lafrance.photo. Fan de photo est votre émission et elle s'adresse à tous ceux qui veulent améliorer leur technique photographique. Partagez la bonne nouvelle!